Les signataires de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, l'UDC, depuis Paris, à commencer par le PDCI, le FPI, le COGEP et la société civile représentée par le MSD, ont donné rendez-vous dans cette salle, à la Maison de l'Amérique latine, dans le 7e arrondissement, pour expliquer leur vision de la mise en place de cette union qui émane de la plateforme initiée par le président Aimé Koné Bédié depuis la Côte d'Ivoire. Les signataires de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, l'UDC, ont donné rendez-vous aux médias nationaux et internationaux dans la Maison de l'Amérique latine, dans le 7e arrondissement, pour leur expliquer leur vision de la mise en place de cette union. Chers confrères, chers invités, soyez les bienvenus dans cet espace et merci surtout de bien vouloir prendre part à cette conférence de presse de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, en abrégé UDC. Il faut dire que mise en place le 5 janvier 2019 à Paris ici, par les militants dont des cadres de premier rang du PDCI RDA, du président Koné Bédié, du FPI de M. Laurent Gbagbo, du COGEP de Charles Blé et du mouvement de la solidarité démocratique MSD de la société civile. L'UDC, comme l'expliqueront sûrement les conférenciers initiateurs ici présents, se veut une plateforme politique qui entend jouer de façon active un rôle dans le développement de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que, après avoir lancé ses activités le 18 janvier dernier, que cette organisation, cette union, vous convie aujourd'hui à cette conférence dont le thème est « Situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, quel enjeu pour les élections de 2020 ». Pour nous entretenir, nous avons trois personnalités présentes, mais une quatrième personnalité qui nous rejoindra un peu plus tard, M. Akossi Benjo. M. Akossi Benjo est le secrétaire exécutif du PDCI RDA chargé de l'organisation et de la mobilisation. Avec lui, nous avons M. Claude Koudou, secrétaire national du FPI chargé de la mobilisation de la diaspora en Europe. Et le troisième intervenant présent, c'est le porte-parole du MSD, M. Roger Taillon. Au nom de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, remercie l'ensemble des journalistes qui sont présents ce matin, ceux qui sont des journalistes ivoiriens et ceux qui sont à l'international. Nous voulons vous dire que votre présence nous rassure sur l'importance du rôle que l'UDC veut mener pour l'avenir de notre pays. Je voulais aussi saluer et féliciter les membres de l'UDC présents ici qui ont sacrifié les heures de travail pour venir nous rejoindre et participer à cette conférence. Saluer aussi les invités, les amis qui sont venus nous encourager à poursuivre la mission que nos partis et organisations nous ont assignée. Permettez-moi d'abord de rappeler, comme a dit le modérateur, que l'UDC a été créé le 5 janvier à Paris. Le lancement a été fait le 19 janvier. Et je voudrais vous rappeler que nous avons dit que l'UDC avait pour objectif de soutenir la plateforme en création en Côte d'Ivoire. Le président Aimé Koné Bédié a lancé un appel à la Côte d'Ivoire entière, et spécialement aux forces vives et aux partis politiques, qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et une Côte d'Ivoire qui est concernée par la paix et la stabilité. Plus tard, le président Gbagbo, à travers son secrétaire général, le ministre Assoadou, a donné des orientations quant à la prise en charge de tout le processus de réconciliation et surtout la place que le Front populaire ivoirien doit prendre dans l'évolution de la nation.
Et ces deux éléments nous ont confortés à aller plus loin pour faire fonctionner notre union. Cette union, elle est, comme a dit le modérateur, concerne 3 partis politiques, le PDCI, le FPI, le COGEP, et une structure de la société civile, le MSD. La plateforme, notre union ici, est une plateforme qui est prise en charge par la diaspora et tous les autres partis et associations de la société civile sont concernés. Nous avons des échanges avec eux de façon à ce qu'ils puissent se mobiliser autour de la cause que nous défendons pour apporter notre soutien à notre pays. Nous avons prévu un certain nombre d'activités et aujourd'hui c'est l'une des premières grandes activités qui est la conférence et qui est intitulée « Situation politique en Côte d'Ivoire, quels enjeux pour les élections présidentielles de 2020 ». Tout à l'heure, je laisserai la parole à M. Koudou qui va présenter les idées, les orientations et la façon dont nous voyons les choses par rapport à notre pays. Et 2 sujets ont été retenus pour nous permettre d'aller un peu plus loin, surtout le fonctionnement des institutions et l'actualité concernant la libération et suite à l'acquittement du président Gbagbo et du ministre Blé. Cela dit, nous sommes là pour une rencontre d'échange. Ce serait souhaitable que nous puissions recevoir de la presse des préoccupations pour lesquelles nous sommes tous concernés en tant qu'Ivoiriens et voir dans quelle mesure nous pourrions, pour dire comment nous voyons, comment nous recevons la prise en charge de toutes les préoccupations, afin que ces préoccupations soient reportées au niveau de la Côte d'Ivoire et qui puissent nous permettre d'aboutir à une solution viable pour l'avenir de notre pays à la veille des élections de 2020. Ce sera l'occasion à la fin aussi surtout de lancer des appels. Appel à la communauté internationale, puisque l'objectif de l'UDC, c'est d'abord mobiliser la diaspora, et surtout veiller à ce que la communauté internationale s'intéresse et s'associe à ce que nous vivons, compte tenu de l'évolution de l'environnement sociopolitique de notre pays. Et en 3e lieu, c'est vraiment faire l'interface avec la presse internationale pour que les messages de notre plateforme nationale soient relayés au niveau des pays étrangers dans lesquels nous vivons. Voilà ce que je voulais dire en introduction et demander à Koudou de rentrer dans le cœur du sujet. Et ensuite, nous reviendrons pour répondre après l'intervention de M. Tagnon, répondre aux questions que vous voulez bien nous poser. La diaspora, depuis qu'il y a des crises successives dans notre pays, est devenue par la force des choses l'élément moteur pour tenir la Côte d'Ivoire debout. Naturellement, avant mon propos, même si M. le maire l'a déjà fait, il faut saluer tous ceux ici présents, tous ceux et toutes celles ici présents dans cette salle. En tout cas, merci à nos invités, merci aux journalistes. Moi, comme l'a dit M. le maire, je dois m'atteler à présenter un peu la cible de notre thème, à savoir la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, quels sont les enjeux. Depuis que le président Houphouët est décédé, la Côte d'Ivoire a connu des crises successives. Il y a le coup d'État contre le président Henri Konan Bédié du 24 décembre 1999. Il y a la tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. Il y a eu ensuite la guerre en Côte d'Ivoire en 2011 suite au contentieux électoral
de 2010. En fait, donc, depuis 1993, la Côte d'Ivoire a connu différents soubresauts, mais suivis de violences dans notre pays qui n'a jamais connu cette situation. Et la dernière crise dont nous n'arrivons pas à sortir a plusieurs conséquences dans le pays, à savoir des arrestations arbitraires, des contraintes à l'exil, l'arrestation du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé pour les traduire devant la Cour pénale internationale. Au niveau social, il y a une augmentation drastique de la pauvreté, pendant que la gabegie au sommet de l'État et la corruption galopent. Il y a notamment une mauvaise répartition des ressources du pays. Au niveau politique, il n'y a pas d'expression démocratique. Les différentes élections qu'il y a eu depuis 2011 ont donné des représentations monocolores au niveau des différentes chambres. Cela est lié aux conditions des élections. La presse est muselée, de même que l'opposition, et les médias d'État caporalisés. Par ailleurs, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, la séparation des pouvoirs n'est pas une réalité. Un intervenant, celui qui va me succéder, en parlera tout à l'heure. Nous savons aussi que Amnesty International récemment a produit un rapport sur la situation des droits de l'homme, un rapport accablant. Il y a donc une grande fracture sociale en Côte d'Ivoire. Le contrat social est complètement rompu. Notre constat, de façon générale, c'est que malgré l'intervention de la communauté internationale, la réconciliation nationale n'a pu avoir lieu dans notre pays. Le problème de la Côte d'Ivoire est donc que les crises successives qu'il y a eu n'ont jamais connu de règlement. Mais pourquoi? C'est simplement parce que, dans la sérénité, les Ivoiriens ne se sont jamais assis autour d'une table pour penser au règlement définitif de ce problème-là. Devant ce tableau sombre, nous pensons qu'il faut rebâtir un consensus social, un contrat social, et que, pour que la réconciliation aboutisse, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui ont été acquittés avec une mention de libération immédiate, il faut qu'ils retrouvent leur pays pour participer à la table ronde sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Avant 2020, il y a donc de grands problèmes à régler pour que le pays ne connaisse pas une crise encore plus profonde que celle que nous avons connue. Il faut asseoir, comme je le disais tantôt, un consensus national. Cela pose naturellement la question de la réconciliation, comme je le disais, pour qu'il y ait dans le pays la libre circulation des personnes et des biens, et ça ne peut intervenir que dès qu'on arrive à installer la sécurité en Côte d'Ivoire. Il y a naturellement la question de l'indemnisation des victimes et l'insertion des ex-réfugiés, la question du désarmement de toutes les forces parallèles, la collecte de toutes ces armes et une législation stricte sur les armes. Il y a la question de la résolution définitive de l'état civil et du recensement de la population, la question de la commission électorale qui doit être un véritable organe administratif, indépendant et impartial pour que les élections puissent bien se dérouler dans notre pays. Il y a la question du choix définitif des institutions, la rédaction d'une nouvelle constitution adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire, à la différence de la constitution actuelle taillée sur mesure et imposée aux Ivoiriens. Il y a la question d'une loi générale d'amnistie pour tous les faits politiques
ayant provoqué des ressentiments. Il faut un nouveau découpage des circonscriptions électorales. Si tout cela n'est pas fait, naturellement, il n'est pas question de parler d'élections en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui est un pays phare de la sous-région ouest-africaine, doit retrouver son rang. Et cela suppose qu'il faut que les fils et les filles de ce pays puissent se retrouver vivre ensemble. Et pour nous, il faut en appeler à tous les Ivoiriens, de sorte que dans l'unisson, nous puissions dire que 2020 ne doit pas être une année électorale, ce doit être plutôt une échéance qui doit nous amener à nous mettre autour d'une table, justement pour penser les grands problèmes de la nation, pour que tous les Ivoiriens se retrouvent. Sinon, il y a un véritable danger qui va encore mettre le pays dans une déchéance abyssale qui est en train de se préparer. Je vous remercie. Après les questions, nous pourrons effectivement éclaircir certains points qui n'ont pas connu l'objet d'un éclairage plus poussé. Je vous remercie. Merci. Comme prédécesseur, je salue tout le monde. Je félicite tout le monde de sa présence ici. Moi, je me bornerai tout simplement à indexer nos institutions. Pas en tant que telles, mais dans leur utilisation, la manière dont les institutions sont dévoyées en Côte d'Ivoire. Alors pour cela, je ferai en liminaire un petit aperçu de ces institutions qui sont basées sur le schéma classique des institutions de toutes les républiques démocratiques. Ensuite, je relèverai les points saillants qui sont des violations flagrantes de nos institutions. En troisième lieu, je ferai une petite analyse en termes de conséquences qui sont engendrées, qui sont des conséquences qui dérivent donc de la violation même de ces institutions. Et à la fin, je ferai un clin d'œil sur l'année 2020, dont mes prédécesseurs ont parlé, mais tout particulièrement sur le danger que cela représente. Alors, les institutions en Côte d'Ivoire, comme toutes les républiques, je prendrai succinctement 4 institutions essentielles. La justice, ce qui est le premier pouvoir que nous appelons le pouvoir judiciaire, qui regroupe donc toutes les juridictions qui partent depuis le Conseil constitutionnel en passant les tribunaux qui rendent la justice et le droit, qui disent le droit, mais surtout qui sont l'émanation de la loi fondamentale de notre pays, qu'est la Constitution. À côté de ça, il y a l'exécutif, la présidente de la République et le gouvernement, à qui revient donc la charge et la gestion de l'État. Il y a l'institution parlementaire, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. J'ajouterai à ces 3 la presse, parce que notre Constitution garantit le droit de la presse et la liberté d'expression. Donc la presse est le 4e pouvoir, donc la 4e institution dans notre démocratie, dans notre République. Alors, ce qui m'amène donc à regarder comment fonctionnent, comment sont exploitées ces institutions. Et je dirais que nos institutions sont dévoyées. Alors, les 2 premiers orateurs ont indexé, M. Claude Koulou a fait un peu la chronologie
différents faits marquants de notre vie politique, de notre vie sociopolitique, avec les coups d'État qu'il y a eu, depuis, ou les tentatives de coup d'État, depuis que le président Houphouët-Boigny, qui a été notre premier président et qui a laissé le pays dans la paix depuis 1993. Depuis cette date, il y a eu beaucoup de soubresauts. Et je rappelais tout simplement, à la mort de Houphouët-Boigny, il y a eu des coups de semonces. Heureusement que le peuple, avec l'armée, ont réagi et les choses se sont calmées. Parce qu'il y a des gens, que je nommerai pas, qui ont voulu donc tordre le cou de la Constitution, alors que le président Henri Konan Bédié était le dauphin constitutionnel. Il ne devait même pas avoir de problème. Dieu merci, les choses se sont bien passées. Il a été président. En 1999, il y a eu un coup d'État. Tout le monde le connaît. Il a été renversé injustement. C'était la première contorsion à notre Constitution et qui fait que depuis cette date, la crise s'est accentuée. Et le premier orateur l'a bien signifié. Mais moi, ce que je voulais dire ici, c'est surtout le tort que cela a créé aux Ivoiriens. J'insiste sur le coup d'État. Parce que depuis Houphouët-Boigny, nous qui sommes donc les plus anciens, on n'avait jamais connu en Côte d'Ivoire un coup d'État militaire, même s'il y a eu des velléités. À partir de cet instant, lorsqu'il y a eu la junte au pouvoir, la Côte d'Ivoire était traumatisée. On était tous dans l'effroi. Et quand le président Henri Konan Bédié a été renversé, on n'a même pas eu le temps de réagir parce qu'on était stupéfaits. On n'avait jamais vu ça. Et il y a certains qui ont pensé que c'était un blanc-seing qu'on leur a donné, donc on pouvait perpétuer cet état de fait. Et on sait la suite. Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000. On a assisté encore à une force, un coup, où la junte a voulu se légitimer en déclenchant ce que nous on a appelé un ordre électoral. La population, le peuple a réagi et Laurent Gbagbo a été, dont l'ordre constitutionnel a été rétabli. Après cela, nous voilà en 2010, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes arrivés à une situation qui, entre autres, a été accentuée par la rébellion. On est arrivé à la paix, jusqu'en 2011. Voilà, et l'autre fait que je voulais signifier, c'est pas le fait de faire la guerre qui est notre problème. C'est le fait de ne pas respecter la loi fondamentale au moment où on organise les élections et que les élections sont proclamées. J'insiste sur le point parce que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai passé un an, j'ai participé donc aux opérations d'élection, tout ça, de vote. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il y a un président qui a été proclamé par le Conseil constitutionnel. La loi fondamentale qui est notre constitution reconnaît donc au Conseil constitutionnel cette primauté. Dès lors, quelles que soient les contestations, ce président, il est constitutionnel, il est élu. C'est à la Côte d'Ivoire qu'on a refusé, et j'insiste sur ce point parce que jusqu'ici ça n'a pas été bien expliqué. C'est à la Côte d'Ivoire le seul pays dans le monde où on refuse au peuple son droit de vote dans sa décision, la légitimité qu'il donne à celui qui a été élu. Donc, notre président a été rejeté, ou du moins dépouillé de sa légitimité et jeté en prison pour être déporté plus tard. Ça, c'était une ouverture
pour vous faire comprendre. Donc, cette violation flagrante de notre Constitution, donc de nos institutions en tant que République, est caractéristique parce que nous ne pouvons pas accepter que, comme les autres pays, lorsqu'il y a un président élu et qu'il y a un contentieux électoral, ce contentieux se règle par la loi. Soit on répond les élections. Mais on n'amène pas les gens en déportation. C'est ce que je voulais souligner, c'est très important. Donc la Côte d'Ivoire a été victime d'un coup constitutionnel, d'un coup d'État constitutionnel depuis un certain temps. Les germes viennent de loin et ça a été, je dirais, mis à jour sous nos yeux aujourd'hui. Le président orateur a parlé tout à l'heure du cas qui, la vérité a éclaté au grand jour parce que le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé ont été acquittés et libérés, devaient être libérés immédiatement. Aujourd'hui, ils sont sous, comme on dit, contrôle judiciaire. Nous ne comprenons pas ça. Donc ça veut dire, ce qui était venu depuis les années 1993, qui a germé jusqu'ici, donc qui c'est le fondement même, le fond de la crise de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème électoral. C'est tout simplement le fait d'avoir violé notre constitution pour arriver à des faits que nous ne maîtrisons pas. Et il était normal que nous signifions à la communauté internationale ce fait. Notre pays a été victime de façon permanente et pernicieuse d'un coup d'État permanent de nos institutions. Donc de la violation de nos institutions. Alors quelle est la conséquence? Ou du moins les conséquences. Je ne vais pas les citer toutes. Je dirais tout simplement, le pays se trouve dans l'impasse politique. À tel point qu'aujourd'hui, les quelques velléités d'organisation d'élections produisent les germes de guerre et de violence. On en a vu tout dernièrement. Lors des élections municipales et régionales, il y a eu encore des Ivoiriens qui ont été tués. D'autres ont été jetés en prison. D'autres encore, je pense même qu'ils ont quitté le pays. Nous avons l'illustration de ces cas, un parmi nous. Donc, c'est toujours l'accentuation de la violation de nos lois qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. Tant que les lois que nous nous donnons, que nous ne s'imposent pas à nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver à coexister, à cohabiter ensemble, parce qu'on sera toujours dans la division. Alors, je donnerai un autre exemple. Au niveau même de politique au sens démocratique du terme, il y a un député, il n'y a pas longtemps, qui a été jeté en prison. Un maire avec son conseil, arrêté, et on les a empêchés même de s'installer. C'est du jamais vu. Voilà, et ce sont des cas à la fois écœurants, mais révoltants. Mais en plus, aussi qui nous inquiètent. Quelle va être la suite? Avec cet état de fait, avec cet esprit, nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à organiser des élections alors qu'il n'y a pas de paix. Voilà le fond de notre pensée. Donc, ça m'amène donc à faire une incursion sur l'année 2020. Je pense que la Côte d'Ivoire est dans l'impasse où elle est aujourd'hui. Il serait inconscient et même irresponsable de vouloir aller aux élections sans avoir assaini la situation, ce que nous appelons normalisation de la vie publique. Voilà ce à quoi nous réfléchissons et ce pourquoi nous, société civile dont je suis le représentant ici par le mouvement MSD, mouvement de solidarité démocratique, à ma qualité de porte-parole, j'ai dit et nous disons qu'aujourd'hui, nous demandons aux uns et aux autres, à la communauté internationale, de nous aider à nous affranchir de cet obstacle. Parce que nous sommes tous convaincus, tous les partis confondus, qu'il faut assainir la situation en Côte d'Ivoire, qu'il faut normaliser les choses en Côte d'Ivoire avant toute élection. Voilà notre appel, voilà notre préoccupation. Je vous remercie. Il faut simplement dire
que le président Laurent Gbagbo, comme ça vient d'être dit, était le président de Côte d'Ivoire parce que déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2010. Par un jeu d'imposture et par une guerre qui a été créée par ses adversaires et leur soutien, Laurent Gbagbo a connu une déchéance violente de son pouvoir. Il a été transféré dans les conditions que nous savons à la Cour pénale internationale, donc arrêté avant, maintenu à Korogo durant 7 mois, je crois, et transféré ensuite à la Cour pénale internationale. Le mode de son transfert nous inquiète énormément, puisque l'acteur, sinon l'actrice, c'est la justice internationale qui est censée être au-dessus de toutes les justices du monde, donc qui doit bien faire son travail. Et malheureusement, les faits sont là. Il faut dire que la justice a connu son cours et à l'issue du procès, sinon durant le procès, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés avec une mention de libération immédiate. Dès lors, le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo devaient regagner leur pays. Mais à quoi nous assistons? Après cet acquittement intervenu le 15 janvier dernier, par un tour de passe-passe du procureur, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé n'obtiennent finalement qu'une libération conditionnelle. Et c'est une situation inacceptable, puisque c'est une première dans le monde. Une personne acquittée doit être immédiatement mise en liberté, même si une procédure d'appel doit suivre. Et c'est justement cette entorse à la justice que nous dénonçons. En tout cas, nous en appelons à la communauté internationale et à tous les Ivoiriens qui doivent se mettre ensemble pour dire que pour la réconciliation nationale qu'il doit y avoir en Côte d'Ivoire, il faut que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé puissent rentrer dans le pays pour participer à la réconciliation nationale. Les Ivoiriens ont besoin de paix. Le vivre ensemble est un besoin, en tout cas dans notre pays. Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas accepter la situation qui est en cours aujourd'hui. Et nous pensons que la justice internationale se restera pour mettre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en liberté pour qu'ils puissent regagner leur pays. Écoutez, tout à l'heure, nous allons échanger et je pense qu'au fur et à mesure des points de vos questions, nous pourrons apporter quelques éclaircissements sur cette question. Je vous remercie. La déclaration de l'opposition après la rencontre avec le Premier ministre sur la réforme de la CEI indique bien l'esprit dans lequel l'UDC travaille. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour les Ivoiriens d'aller se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir. C'est d'avoir voulu le pouvoir pour le pouvoir que la Côte d'Ivoire est dans l'impasse. Chacun doit savoir qu'aujourd'hui, quelle que soit la plateforme mise en place, cette plateforme doit permettre de normaliser la vie socio-politique d'abord. Les alliances, les calculs de pouvoir ne doivent pas être la priorité des Ivoiriens. L'UDC mettra toute son énergie auprès de la communauté internationale et nationale pour que les Ivoiriens comprennent que si rien n'est fait, les élections de 2020 seront pires que les élections de 2010.
parce que les Ivoiriens ont atteint leur limite d'acceptation de l'injustice et des dérives. UDC insiste sur la nécessité de se mettre d'accord pour normaliser. La normalisation est le mot que les Ivoiriens doivent retenir. Normalisation, comme les Américains à l'époque ont fait le New Deal, après la crise de 1929. Le New Deal, c'est de reconsidérer la façon dont la gouvernance s'exerce dans le pays, la façon dont les institutions fonctionnent. Il a fait un rappel des institutions. Il a fait un rappel de la façon dont, de façon arbitraire, des décisions ont été prises pour amener la Côte d'Ivoire dans la situation dans laquelle elle se trouve. Il est important que, où qu'on soit, qu'on comprenne que tant qu'on n'a pas réglé le problème de la normalisation, il n'est pas question d'aller faire des élections. Et c'est la position de l'UDC. Et on voudrait saluer l'intervention de l'opposition, qui a été même confirmée par l'intervention de l'EDS, que ce n'est pas un problème de commission électorale, c'est un problème de l'environnement institutionnel de notre pays. Il faut un consensus électoral et un contrat social sur lequel tout le monde se met d'accord. Et demain, qu'on puisse organiser les élections, comme au Ghana, qu'après les élections, que le président et les anciens présidents puissent avoir des soirées, des manifestations festives, comme dans un pays civilisé. Et c'est le combat au niveau de la diaspora nous menons. Et nous attendons vos questions pour clarifier un peu ces aspects. Ceci étant dit, la transition tout trouvée pour passer à la deuxième étape de la conférence de presse. Les journalistes, évidemment les participants, les invités présents peuvent, s'ils le veulent aussi, poser quelques questions pour pouvoir mieux comprendre l'esprit et la vision de l'UDC. La parole est à l'assistance, si je peux ainsi Je suis journaliste et la première question que je voudrais vous poser, c'est sur la constitution même du groupe, parce que j'ai vu que c'est un groupe de réflexion de la diaspora, mais de quelle diaspora on parle? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est tous les Ivoiriens? Et quel sera le mode opératoire pour que le fonctionnement du groupe soit le plus inclusif possible en vue de la normalisation que vous avez évoquée pendant toutes vos différentes interventions? La deuxième chose, c'est au-delà de la normalisation. L'idée aujourd'hui, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris les différents développements que vous avez produits, de permettre à la Côte d'Ivoire de passer à une étape supérieure dans son fonctionnement, fermer la parenthèse des crises que le pays traverse depuis le décès de Houphouët-Boigny en 1993. Et de ce point de vue, ma question est toute simple, c'est de quelle manière allez-vous mobiliser la diaspora et quel sera votre axe de travail pour que cette contribution de la diaspora soit la plus pertinente possible dans la vie politique en Côte d'Ivoire? Merci. Monsieur le conférencier, vous aviez donc la parole pour répondre à cette préoccupation de Louis Kemamou. Lorsque le président Bédié a lancé son appel, il a dit qu'il s'adressait à toutes les forces vives de la nation et des partis politiques. Donc ici, les premiers partis qui ont fondé cette union avec la société civile, c'est le PDCI, le FPI et le COGEP, auquel s'est associé le MSD, présidé par le doyen Maison. Pour ce faire, nous avons eu l'autorisation des leaders politiques. Le PDCI, à travers son président, a donné son accord, le FPI, le COGEP et le président ici présent. Mais notre union est ouverte à tous les partis politiques. Donc ce sont les fondateurs et nous avons des contacts avec les autres qui vont venir se joindre à nous pour mobiliser l'ensemble de la diaspora. Au lancement, nous avons fait venir des délégués de tous les pays. Et
les délégués PDCI, FPI, COGEP de tous les pays qui sont venus de Londres, d'Allemagne, de France, de toutes les régions, de façon à permettre à chaque pays de faire le relais de la coordination de l'UDC que nous faisons ici. Donc, à Londres, les délégués PDCI, les responsables du FPI, les COGEP se réunissent pour essayer de dispatcher l'organisation afin de le rendre efficace localement. Nous avons tout simplement une coordination de 2 personnes par structure, les 8, avec 4 superviseurs, un superviseur du PDCI, un superviseur du FPI, un superviseur de MSD et un superviseur du COGEP, avec d'autres cadres qui s'associent en fonction de leur technicité, le secrétariat. Il y a la partie communication, c'est une organisation qui permet de coordonner les actions dans toute la diaspora, mais chaque pays utilise ces organes existants pour fonctionner. Maintenant, vous dites de quelle manière ça fonctionne, c'est ça, c'était la question. Nous pensons que par rapport au pays, il s'agit tout simplement d'apporter le soutien. Nous soutenons la plateforme. Nous essayons d'apporter ce qu'on appelle la mobilisation de toutes les énergies ici pour soutenir les positions de la plateforme qui va être mise en place. On prend le cas de la mise en place de la commission qui va travailler sur les réformes. Nous avons reçu les déclarations de l'opposition et nous allons faire en sorte que ces déclarations soient bien expliquées au niveau de la diaspora, au niveau des autorités étrangères, puisque la communauté internationale intervient directement ou indirectement dans notre pays. Notre souci, c'est de porter le message de la plateforme nationale. Nous essayons de mobiliser l'ensemble de la diaspora à travers des rencontres. Tout à l'heure, peut-être qu'il expliquera, on a prévu une grande rencontre qui va permettre à tous les représentants des autres pays de venir parce que nous puissions déployer toute notre énergie dans l'ensemble de la diaspora, c'est-à-dire en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, un peu partout. Voilà. Je ne sais pas si ça, tu peux compléter. Merci. Monsieur le maire a répondu quasiment aux différents points qu'on pouvait recenser dans votre question. Mais à votre question, est-ce que c'est inclusif, cette union? Vous répondrez oui. Nous disons qu'en politique, il faut qu'il y ait des priorités. Il y a des choses qui se sont passées dans notre pays. Mais aujourd'hui, il faut mettre fin à une certaine façon de diriger les institutions dans notre pays. Et tous les défis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays sont les bienvenus pour que nous puissions voir ensemble comment nous pouvons contribuer à la normalisation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et donc tout le monde est invité. Évidemment, ce ne sera pas simple. Il faudra du courage. Il y a quelques vecteurs que nous allons utiliser justement pour y arriver. Et comme l'indiquait tantôt M. le maire, nous avons pensé à une grande réunion de toute la diaspora. Nous allons aussi travailler avec la presse souvent pour que notre mémorandum soit véhiculé, que ce soit diffusé. Et donc, en matière de fonctionnement, à partir de la base que nous avons formée ici, nous allons parcourir les différents pays de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis, justement, pour pouvoir installer des représentations locales, de telle sorte que toutes nos idées soient diffusées au travers de toute la diaspora. Voilà le petit complément que j'entends apporter. Merci.
Moi, j'interviens tout simplement en ce qui concerne la société civile. Effectivement, les composantes de l'UDC viennent de vous être indiquées. Et nous sommes au sein de cette union comme représentants de la société civile. Et notre mouvement MSD a des ramifications un peu partout. On en a aux États-Unis, dans le CACI, au Canada, le CIC, en Côte d'Ivoire, à l'Inforci, l'IPP, en Suisse, etc., etc. Donc, nous aussi, à nos niveaux, concernant la mobilisation, nous voulons mobiliser la société civile parce que quand on regarde l'UDC, il y a des interrogations. Est-ce que c'est un conglomérat politique d'opposants? Non, c'est la société, les citoyens de la Côte d'Ivoire qui sont en train de s'organiser, en commençant par ceux qui sont à l'extérieur. Il faut que ce soit clair. C'est ici, l'UDC n'est pas une confédération politique au sens politique du terme, mais c'est une confédération, si on parle de confédération, l'union de tous les Ivoiriens qui se mettent ensemble, qui se rassemblent, pour que demain, ils aient une implication sur le terrain pour changer les choses. Donc nous, à notre niveau, en tant que représentants des sociétés civiles, nous militons pour cela. Pour faire venir tous ceux qui sont comme nous, qui sont dans cet état d'esprit, pour sauver notre pays. Voilà ce que je voulais dire. Juste une dernière précision. L'UDC s'étant mis dans sa conception que nous ne travaillons pas contre quelqu'un ni contre une organisation, nous travaillons pour la Côte d'Ivoire. Donc, tous les Ivoiriens, quel que soit leur parti, quelle que soit l'organisation dans laquelle ils se trouvent, tous les Ivoiriens sont concernés, que ce soit le parti au pouvoir. Nous pensons qu'il y a des personnes dans le parti au pouvoir qui sont pour la normalisation et que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bien pour le pays. Donc ceux-là doivent pouvoir s'associer à cette démarche pour qu'au finish, la concertation soit totale pour normaliser la vie politique et sociale dans notre pays. Merci bien, M. le Oula, QN News TV. Bien. Oula. Je peux voir trois petites préoccupations. La première, elle consiste à vous demander, quand on a écouté M. Claude Koudou et M. Tagnon, vous ne dites pas de manière claire, mais vous souhaitez la refonte, vous souhaitez la refonte même de la politique en Côte d'Ivoire. Je veux dire par là que Claude Koudou a parlé d'une nouvelle constitution. Ça veut dire quoi? Vous souhaitez une transition politique en Côte d'Ivoire et avec qui? C'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir quelles sont les observations de l'UDC sur le développement de l'actualité nationale en Côte d'Ivoire. Bon, tout à l'heure, M. Tanon a parlé un peu, l'emprisonnement du député, la démission du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, la sortie de la députée Taoré Mariam sur les réseaux sociaux, la libération de Légoudé et de Gbagbo. Voilà, ça c'est juste. Et puis, bon, après cette conférence, quelles sont les prochaines actions de l'UDC? Voilà trois préoccupations, et je vais réveiller cette demande. Bien, il a dit aussi, depuis le décès du père fondateur, on s'est rendu compte que le chemin qui a été tracé par le père fondateur, notamment le président Fouvoyer, c'est père, qui nous a permis de vivre dans un pays où la mobilité sociale, la dynamique sociale était permise, où il y avait de l'espoir pour chacun d'entre nous. On se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a une dérive. La trajectoire a été complètement faussée. Donc, comment faire pour retrouver cette trajectoire
dans laquelle tous les Ivoiriens se sentaient bien, y compris ceux qu'on a accueillis chez nous. Ça justifie qu'on s'asseye. Parce que depuis la fin du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas. Donc ils ont dit qu'il faut qu'on s'asseye pour normaliser, en essayant de mettre en place un nouveau consensus électoral. Il y a des aspects sur la liste électorale à nettoyer. Il y a le découpage. Le président parle d'avoir plusieurs députés, ainsi de suite. De quelle façon le découpage a été fait pour avoir autant d'élus? Et l'opposition et même la société civile s'est exprimée là-dessus. Il a parlé des institutions. C'est la première fois que 2 syndicats de la magistrature, de magistrats, le barreau ivoirien, Amnesty International, tout le monde se lève contre l'ingérence de l'exécutif dans les autres pouvoirs. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ça qu'on doit répondre. De quelle façon ça doit se faire? Ce sont les Ivoiriens qui doivent décider. Le président a lancé une plateforme, ils vont s'organiser et leur destin des Ivoiriens doit appartenir aux Ivoiriens eux-mêmes. Personne ne devra faire à leur place. Ce que nous disons au niveau de l'UDC, n'allons pas aux élections de 2020 sans avoir réglé ce problème. Sinon, il y aura beaucoup plus de morts, plus de désolation. De quelle façon ça va se faire? C'est ensemble que nous avons décidé. Avec le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place a intérêt à ce que le pays soit debout, parce qu'on ne peut pas gérer un pays qui est par terre. Donc c'est ce qui concerne la réforme. En ce qui concerne l'actualité politique, l'UDC s'est exprimé. La libération de l'opinion, un député qui est couvert par l'humilité. Le bureau de l'Assemblée a décidé. Fait le contraire de ce qui se passe. On est dans un pays de droit. Le conseil municipal du plateau a été élu. Il a traversé la sélection initiale parce qu'il faut être sur la liste électorale. La CEI s'exprime. Il y a les élections, il y a des recours. À la fin, la Cour suprême, à travers la Chambre administrative, dit le conseil municipal est retenu après les élections. Mais on confond les démarches administratives et le pénal. Le processus administratif a été terminé, donc on installe. Maintenant, s'il y a d'autres, sur le plan pénal, on les suit, mais on ne confond pas les choses. Et on a l'impression qu'il y a une dérive totale dans la gestion du pouvoir. Et c'est un peu ce que nous avons dénoncé. Je donne la parole à d'autres exemples dans la vie de notre pays en ce qui concerne les députés. Je crois que les réseaux sociaux ont répondu. Je pense que quand on a à ce niveau qu'on représente la nation, il y a une tenue, il y a une éducation, il y a des comportements qui sont inadmissibles, mais ça doit être sanctionné de façon à ce qu'il n'y ait pas une justice à 2 vitesses. Merci, monsieur le maire. Bon, je pense que ça a été dit clairement. Est-ce que c'est une transition? Est-ce que ce n'est pas une transition? Il faut que nous fassions tout. Si ça se fait en 2020, il y aura des élections et ce sera tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Mais s'il s'agit d'aller au pouvoir pour le pouvoir, on dit que ce n'est pas dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est ce que nous disons simplement. Donc, il faut que le laps de temps qui nous reste, nous puissions utiliser ce laps de temps pour normaliser la vie politique en Côte d'Ivoire. On a des exemples en Afrique. Au Ghana, quand il y a des élections, le perdant est le perdant. Et puis les autres attendent la fin du mandat de celui qui a été élu. Et c'est ça que nous voudrions pour les Ivoiriens. Parce que ça permet la stabilité, la tranquillité pour les populations. Et nous ne demandons pas autre chose par rapport
Alors avec qui? Bon, ça a déjà été dit, ce sera avec tout le monde. Parce que, comme nous le disons souvent, les partis politiques prennent le pouvoir. Mais le pouvoir, ils le prennent à qui? Ils le prennent au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et justement, c'est cette inversion des choses que l'UDCI veut contribuer à redresser. Concernant la libération du président Laurent Gbagbo, nous ne pouvons que dénoncer, et nous l'avons dit plus haut, en tout cas avec la forte énergie, tout ce qui se passe, nous estimons que ce n'est pas normal que des personnes soient acquittées et que leur liberté soit confisquée. Mais encore une fois, devant la Cour qui est celle suprême dans le monde, la Cour pénale internationale. Et nous estimons que la communauté internationale va interpeller justement la Cour pénale internationale par rapport à la justice qui a été rendue pour que cette justice soit totale. En tout cas, l'appel, nous lançons ça à tous les Ivoiriens, justement. Nous insistons pour qu'il y ait la normalisation de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Merci. Autre question, les journalistes. Autre question. Oui. Bon, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention de vous trois, Nzunga. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'intervention de vous trois, c'est le fait que vous voulez mobiliser la diaspora, non pas pour chercher le pouvoir, non pas pour prendre le pouvoir pour le pouvoir, mais pour normaliser la situation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et votre combat ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, mais je crois que ça intéresse toute l'Afrique. Alors, l'un de vous, le représentant de la société civile, dans son intervention, a dit qu'il espère que la communauté internationale vous suivra, vous aidera pour atteindre cet objectif. Mais compte tenu du fait que la communauté internationale n'est constituée que par des États qui ne cherchent que leur propre intérêt, souvent au détriment de l'Afrique, je crois qu'il y a très peu de chances d'attendre une réponse positive de ce côté-là. Alors, ma question, c'est de savoir si, en dehors de la diaspora ivoirienne, vous ne pensez pas sensibiliser aussi la diaspora africaine en général. Et pas seulement la diaspora, mais nos États africains en général. Si je prends par exemple le cas du président Laurent Gbagbo et du ministre Bégoudé, ils ont été acquittés par une cour pénale internationale. Et il s'avère que l'acquittement que cette cour vient de donner, c'est un acquittement conditionné. Et moi, je vois le président Gbagbo et le ministre Bégoudé comme des gens qui sont en résidence surveillée. Ils n'ont même pas le droit de sortir de la commune où ils résident. Ça, c'est pas normal. Moi, je n'appellerais pas ça un acquittement, alors qu'ils n'ont retenu aucun grief contre eux. Il n'y a pas eu de preuves. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire a intérêt à se mobiliser. L'Afrique a intérêt à se mobiliser pour que toutes les composantes de la Côte d'Ivoire participent à la réconciliation nationale. Donc, je pense à l'Union africaine qui vient de se réunir, qui vient de terminer. L'UDCI doit s'adresser aussi à l'Union africaine pour qu'elle fasse quelque chose. Parce que nous avons déjà eu des problèmes avec
l'Union africaine, quand il y a eu la crise en Libye, l'Union africaine avait décidé que la crise libyenne soit réglée par les Africains dans le dialogue. Mais il s'est fait que la communauté internationale a semé les troubles en Libye. Ils ont prétendu intervenir pour instaurer la démocratie en Libye. Mais aujourd'hui, l'histoire nous montre que la Libye est complètement détruite. Et les pauvres Libyens qui croyaient que l'Occident va apporter la démocratie en Afrique, et maintenant, c'est le chaos. Et c'est ce chaos qui continue à déstabiliser l'Afrique. Donc, la question est que, est-ce que l'UDC va essayer de contacter l'Afrique en passant par l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine est prête, ou en tout cas vous allez essayer de les convaincre pour que l'Union africaine fasse quelque chose pour que ces problèmes soient résolus? Bien, je pense que nous sommes des Ivoiriens et nous sommes conscients de l'importance que la Côte d'Ivoire représente déjà dans notre sous-région. La Côte d'Ivoire a un impact important sur le plan économique, déjà au niveau de l'UEMOA, au niveau des aspects sécuritaires et tout ce qui s'est passé dans le nord Mali. On a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans la traversée de la Méditerranée et qui se noient. Donc, la Côte d'Ivoire est concernée par des problèmes qui concernent l'Afrique. Mais nous voulons nous-mêmes déjà régler nos problèmes internes de façon à aider nos frères et nos soeurs à notre niveau. Nous sommes engagés dans un processus de réconciliation parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence. Alors, je me rappelle avoir lancé un appel à la libération des prisonniers. Bon, le processus n'est pas terminé. On a libéré des prisonniers, mais une partie encore en prison. L'UDC doit pouvoir lancer un appel pour que le processus aille jusqu'à son terme. Nous avons des exilés, mais les exilés qui sont sortis pendant 7 ans, quand ils arrivent, comment ils sont intégrés? Il faut que le pouvoir, tout le monde, travaille dans le même sens pour que la réconciliation soit véritable. Parce que c'est la seule condition pour assurer la paix indispensable à la poursuite de la construction de notre pays. C'est la raison pour laquelle on a parlé de communauté internationale, parce que on connaît l'influence de la communauté internationale dans nos pays, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis. Mais notre objectif, c'est de leur dire qu'ils ont des intérêts, ils ont intérêt à ce que ça marche, parce que chercher du pétrole, c'est bien, de l'uranium, mais il faut le faire dans un pays qui est en paix, pour sécuriser les investissements à long terme. Il faut aussi faire en sorte que le pays soit stable pour éviter l'immigration, de donner l'espoir aux jeunes pour qu'ils restent sur place. C'est de leur intérêt à ce qu'il n'y ait pas des émigrés qui viennent au port de l'Europe. C'est de leur intérêt aussi qu'il n'y ait pas le phénomène djihadiste n'envahisse pas l'Afrique parce que ça va aller chez eux. Donc, c'est les interpeller pour dire que nos problèmes nous concernent, nous allons faire notre part, mais compte tenu de l'influence qu'ils ont dans notre pays, ils ouvrent les yeux pour savoir que les choix qu'ils vont faire, ce soient des choix qui soient dans l'intérêt du peuple et non des groupuscules et des individus. Et nous allons le faire. C'est notre responsabilité. Et effectivement, nous irons aussi au niveau de l'Union africaine faire en sorte que tous les Africains soient dans la même logique, que le pays, le peuple, soit la préoccupation de nos dirigeants. Je venais d'écouter Thabo Mbeki, on écoute souvent à Akufo-Addo, les messages sont clairs.
il faut absolument que tout le monde s'engouffre pour permettre à l'Afrique, à travers nos États, de prendre de la hauteur pour l'intérêt du peuple. Sans combat, excusez-moi, il y a un point de... Pardon? C'est la dernière parce que... Bon, il va poser, il y a une question d'un intervenant, comme je vais prendre. Donc c'était bien là, j'ai toujours évanoui, je ne pas changer les médias. Tout à l'heure, vous n'avez pas répondu de manière très claire à ma préoccupation sur la démission du président Soro Kyo. Il n'a pas répondu de manière claire. Et la démission, forcée, peut-être on peut le dire comme ça. La deuxième préoccupation s'adresse à M. Benjo. En tout cas, selon les bruits de couloir, votre frère de parti, président du Sénat, risque de subir les mêmes affres que Soro Kyo. Est-ce que vous nous dire un peu plus sur ça? Est-ce que vous avez des informations dessus? Et puis, la dernière préoccupation, c'est de savoir, à votre lancement à Ibis, on a vu sur la table le COGEP, le FPI, et tous ces partis politiques. Pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Avec la permission de la table, je vais me permettre de poser aussi deux petites questions. Une qui est d'un membre de l'assistant. Là, c'est avec ma casquette de journaliste. Je suis journaliste et correspondant ici en France du quotidien ivoirien Inter. Ma préoccupation, en fait, elle est un peu relative à l'intervention du maire, M. Akossi Benjo. Il disait tout à l'heure, et si je l'ai bien compris, que l'UDC se veut en quelque sorte un bras séculier de la plateforme qui va naître, qui est en gestation à Abidjan, suite à l'appel de M. Bédi. Donc moi je voudrais comprendre comment va se comporter donc l'UDC si cette plateforme-là doit, après sa création, installer des démembrements un peu partout, comme on voit en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la diaspora. Bon, est-ce que l'UDC pourrait changer de dénomination, ou bien est-ce que l'UDC pourrait voir certains de ses membres se retirer si, par exemple, ces membres-là n'ont pas leur organisation qui fait partie de la plateforme qui sera au niveau d'Abidjan. Voilà ma préoccupation. L'autre préoccupation, et je porte la voix de mon assistance, sa question, elle est celle-ci. Je crois qu'elle a été un peu, elle a été posée par le directeur de Devenu TV, mais il dit qu'il n'a pas bien saisi, il n'a pas compris la réponse, et je vais un peu revenir là-dessus, d'une manière ou d'une autre. Sa question, c'était de 1993 à 2019, il y a 26 ans. En cette période, plusieurs prestations ont été subies par tous les Ivoiriens. Plusieurs prestations, évidemment, ont été subies par tous les Ivoiriens. Nous sommes à moins de 2 ans des échéances électorales. Quel est le temps nécessaire estimé, selon vos estimations, bien sûr, pour cette phase de normalisation que vous souhaitez? Quel est le temps utile à cela, selon vos estimations? Est-ce à dire que nous allons donc entrer dans une transition politique? Et si oui, il voudrait savoir si pour vous, dans votre entendement, Alassane Ouattara, évidemment, doit rester au pouvoir si cette transition est aller au-delà de 2020. Voilà un peu ça. Les partis politiques qui étaient à la table de séance, on commence la question par le bas. Hein, après, ces partis politiques-là sont toujours dans la plateforme. Mais je pense qu'il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes d'abord des Ivoiriens avant d'être dans les partis politiques. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des difficultés. Donc il faut que tous les citoyens, dans un mouvement citoyen, se mettent ensemble pour faire face à ce problème-là. Moi, j'ai par exemple le contrôleur général chargé de l'Europe dans la salle, le Fonds populaire ivoirien, j'entends. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une matinée, donc il y a des personnes qui sont prises par le travail. En tout cas, la représentante du Fonds populaire ivoirien, elle est au travail.
elle est au courant que nous faisons cette manifestation. Donc, je voulais vraiment vous rassurer, hein, pour dire que le mouvement dans lequel nous nous sommes engagés va poursuivre son cours et a une mission très précise à laquelle elle tient. L'autre question, si... C'est comme ça que je l'ai compris, hein. Les membres qui sont dans cette organisation n'ont pas la caution de leur direction. Est-ce qu'ils peuvent en sortir? Je ne sais pas si c'était ça l'essentiel de la question. Bon, mais si ce n'est pas cela... C'est un constat en fait. Bon, voilà, alors... Ils ne sont pas là, si vous pouvez expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Bon, donc je viens d'expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas là. Pour maintenant. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je lis comme tout le monde dans la presse ce qui pourrait se passer, on attend de voir. En ce qui concerne la durée de cette phase dont on parle, compte tenu des frustrations qui ont commencé depuis 1993, nous nous interpellons les Ivoiriens. On dit souvent on mérite la femme qu'on a, on mérite les enfants qu'on a, on mérite le pays qu'on a. Et c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous voulons, et surtout si nous nous contentons de nous lamenter et puis de nous plaindre, bon, ça durera le temps que ça prendra. Mais si nous voulons absolument que les choses se normalisent, c'est ensemble que nous devons décider du terme. Mais qu'on le fasse dans la discipline, qu'on le fasse dans la rigueur, et déjà ce que nous voyons au niveau de l'opposition par rapport à la réforme de la CI nous rassure sur la capacité des Ivoiriens à se mettre ensemble pour défendre les intérêts communs. Bien. On peut conclure? Allez-y, monsieur le maire. Bien. On voulait vous dire merci, infiniment merci d'avoir pris le temps de partager avec nous les préoccupations de l'UDC par rapport à l'évolution de notre pays. Nous voulons compter sur vous pour passer le message, à la fois sur le plan international que national. Et je voudrais interpeller cette communauté internationale surtout. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit les amener à regarder avec attention, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sécuritaires, il y a des enjeux migratoires. La Côte d'Ivoire est un carrefour, est un centre important, et on voulait leur demander d'apporter de la vigilance et de tenir compte de ce que vivent les Ivoiriens pour prendre des décisions idoines qui facilitent la normalisation. Seule condition pour sécuriser leurs intérêts, sécuriser leur niveau d'immigration et aussi le niveau sécuritaire dans toute la sous-région, sous-région dont ils ont besoin pour leurs intérêts économiques. Pour les Ivoiriens, il est important qu'ils sachent que personne ne fera leur bonheur à leur place. Et je l'ai dit la dernière fois, il faudra que nous nous débarrassons de la peur du gouvernement. Il faut que nous nous débarrassions de l'égoïsme et des cadres qui sont mus par des positionnements, des intérêts. Nous devons nous tendre la main pour régler les problèmes qui ne sont pas insurmontables. C'est y mettre notre volonté. Et je sais que nous réussirons. Et l'UDC mettra toute son énergie pour accompagner le président Bédié, le président Gbagbo et toutes les bonnes volontés qui vont se consacrer à cette mission. Merci et à très bientôt. Ce mot de fin, M. Nous faire cette seconde partie de la conférence de presse de l'UDC. Et avant de se séparer, les initiateurs de cette plateforme nous convient à un cocktail dans la salle juste à côté. Encore merci pour votre participation.
Nous espérons que vous avez été édifiés, orientés, rassurés de la détermination des Ivoiriens de tous bords de se mettre ensemble pour que l'ordre constitutionnel des choses se déroule véritablement en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens retrouvent enfin la paix et la réconciliation. Nos remerciements vont à l'endroit de M. Noël Akossi Benjo, de M. Claude Koundou et de M. Tagnon, qui brillamment ont exposé le point de vue de l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Prochain rendez-vous dans le déroulement, vous aurez tous les échos à partir de tous les médias qui ont pris part à cette rencontre. Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire selon ce qu'ils ont dit et vive la restitution de la paix et de la réconciliation dans ce pays.